Vous avez compris que le collège a été créé à l'initiative d'Henri Dieuzel, que c'est Brunswick qui a supervisé la mise en place avec l'aide de Guy Berger. Henri Dieuzel va quitter la radio-télévision scolaire pour aller à l'UNESCO et devenir le responsable de l'audiovisuel à l'UNESCO. Ça se passe 69-70. Donc on est encore au début de l'expérience, ça fait que 3 ans. Mais le grand chef, le grand Manitou en quelque sorte de ces expériences se retire. Il reste Étienne Brunswick. Étienne Brunswick était une très forte personnalité, même s'il n'était pas le chef de la structure, loin de là. Donc il va maintenir l'esprit de Marly pendant un certain temps, mais ça ne va pas durer très longtemps, puisque en 71, il rejoint Henri Dieuzel à l'UNESCO lui aussi. Et donc les deux se retrouvent à l'UNESCO. Or l'UNESCO, ce n'est pas le lieu, le siège, Marly n'est pas le siège de l'UNESCO. Donc il va y avoir une dissociation complète entre le projet initial et ce que va devenir le projet par la suite. La personne qui va prendre contrôle de l'expérience progressivement, c'est Louis Legrand, qui est un personnage très important, mais qui a des théories assez différentes de celles de Dieuzel et qui était opposé à Dieuzel et Brunswick en pratique au sein de l'Institut pédagogique national, ce qui explique bien des choses. On ne rentre pas dans les détails évidemment, mais il y avait des tensions au sein de l'organigramme de l'Institut pédagogique national. Cela dit, la dernière grande création du collège d'un point de vue architectural, le CAD, est conçue par Brunswick. Parce que Brunswick s'est aperçu qu'il y avait une formidable organisation avec le studio, mais qu'il n'y avait pas de lieu dans lequel les élèves pouvaient réutiliser les images, pouvaient discuter, pouvaient se rassembler, faire des projets, etc., etc. Et donc, il se dit, on va créer une sorte de CDI avant l'heure qui va s'appeler donc le centre d'autodocumentation. Alors, centre d'autodocumentation qui, bon, la formule en elle-même veut tout et rien dire, parce que par définition, on se documente. Donc, voilà, par soi-même, tout le temps, tout au cours de sa vie. Mais enfin, il y a un objectif pédagogique très très marqué autour de ce centre d'autodocumentation. Donc, vous voyez ici la structure, donc un plan qui est réalisé en 70, donc Brunswick est toujours présent, hein, donc c'est bien une émanation de l'équipe Brunswick, mais dont il ne verra pas l'aboutissement. Enfin si, bien sûr, il viendra à Marly quand même pour voir ce qui s'est passé, mais il ne suivra pas l'aboutissement, puisque c'est en 72-73 que le centre d'autodocumentation ouvrira pour des questions techniques, puisque la structure, la société qui va construire les locaux va faire faillite. Donc ça va interrompre les travaux et il va falloir les redémarrer ensuite. Donc, je vous décris pas ça, je vous renvoie à l'ouvrage ou aux différents documents qui sont à l'exposition. C'était à l'étage, et simplement je vous montre le bâtiment du centre d'autodocumentation qui se trouve maintenant dans la partie haute du collège. Donc c'était dans la partie basse, on l'a peut-être pas assez dit, mais qui était situé le studio, le réfectoire, le bâtiment administratif, les trèfles, etc. Donc en bas, là où il y a maintenant des immeubles qui ont été construits depuis quelques années. Et dans la partie haute, là où se trouve le nouveau collège Louis Lumière, eh bien, va apparaître ce qu'on va appeler le collège haut. Et dans ce collège haut, il y a différentes classes, des ateliers, etc. Et il y a le CAD à proprement parler, qui est cette structure qui est construite également suivant des plans de Dufetel. Donc c'est toujours le même architecte qui est à l'origine, et on voit bien quand même il y a des liens d'un point de vue architectural entre les deux. Donc, quelques images de l'intérieur du CAD. On en a retrouvé d'autres grâce à M. Fabre. On en vient à la fin de l'expérience à proprement parler. C'était un collège expérimental. Et puis à un moment donné, il a été décidé qu'il ne serait plus expérimental. Donc ça se passe 78-79, même s'il y a des soubresauts d'expérimentation. Après, Hélène de Gisors est porteuse de choses autour de ce qu'elle va appeler un CDI, non plus un CAD. Mais l'expérimentation en elle-même
elle est interrompue à la fin des années 70. Alors pourquoi ? C'est une décision politique, incontestablement, ça vient du ministère, qui dit à un moment donné, c'est fini. C'est fini quoi ? C'est fini le protocole de Marly. Alors là, ça évoque évidemment des souvenirs à un certain nombre d'entre vous. Le protocole de Marly, c'était un arrangement des horaires de présentiel en cours, ce qu'on appelle le présentiel, je ne sais pas si on appelait ça présentiel à l'époque, c'est-à-dire de présence des élèves, des professeurs devant les élèves. Donc, c'était plafonné à 15 heures, c'est bien ça, à 15 heures pour tous les enseignants, quel que soit leur grade dans la hiérarchie de l'enseignant. Ça pouvait aller de l'instituteur qui était en classe de transition jusqu'aux agrégés. Ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'agrégés dans le collège, parce que évidemment ils avaient moins d'heures à faire que les autres, et ils se retrouvaient au même niveau globalement. Ça peut se comprendre également. Il en est resté quelques-uns quand même, je vous rassure. Donc le protocole est rompu. Donc il n'y a plus ces décharges horaires qui permettaient de concevoir des projets, de se réunir pour concevoir des émissions, pour essayer de réfléchir à des innovations au sens des travaux qui étaient réalisés. Donc évidemment, les enseignants se sont dit, si effectivement on a le même nombre d'heures que dans les autres collèges, on peut plus faire les expériences qu'on nous demande de faire. Donc ça a été la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Canopé, le CNDP, l'INRP pour être précis, les sigles changent l'Institut National de la Recherche Pédagogique, etc., va décider de retirer son équipe de techniciens. Il y avait 9 personnes au studio qui travaillaient. 9 personnes qui permettaient de produire ce qu'il fallait produire régulièrement. C'était des milliers d'émissions, comme je vous ai dit. Donc ils décident, à un moment donné, et c'est Annie Béraud, on va voir si c'est bien elle en questionnant tout à l'heure, c'est Annie Béraud qui pilotait un peu l'expérience au niveau de l'INRP, qui dit, à un moment donné, dans un conseil d'administration, on a plusieurs échos dans ce sens, on arrête l'expérience, on retire l'équipe, donc il n'y a plus d'équipe. Donc il reste le studio, ça il n'y a aucun problème. Le studio est toujours là, mais il n'y a plus de techniciens. Donc on ne peut plus tourner d'émissions, ça c'est fini, de toute façon. Le lieu sera utilisé pour faire des émissions de radio-télévision scolaire, des émissions de fiction, mais en dehors de l'activité de Marly, à proprement parler, pour financer les activités du collège. Mais en pratique, on ne peut plus tourner. Il y aura simplement des techniciens qui seront aptes à utiliser des bandes qui sont stockées, et Dieu sait s'il y en avait, pour les rediffuser à la demande de tel ou tel enseignant, jusqu'au moment où les bandes vont disparaître, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, c'est-à-dire que quelqu'un va les voler, quelqu'un ou plusieurs personnes, parce que ça représentait quand même probablement un bon millier, voire plus, de bandes en question. Des bandes magnétiques en plus, des grosses bandes, c'est pas des petites choses. Donc il y a eu une razzia comme ça sur ce capital qu'on ne peut pas mesurer, parce que je serais vraiment très très content de retrouver tout ça pour pouvoir analyser au plus près les expériences pédagogiques telles qu'elles ont été menées d'un point de vue audiovisuel. Et donc ça c'était le premier temps. Donc à partir de ce moment-là, même d'avoir un technicien ça ne sert plus à rien puisqu'on n'a plus les bandes à diffuser. Donc arrêt milieu des années 80 à peu près, quelque chose comme ça, donc on n'a pas la date précise. Et puis ensuite, c'est l'autre catastrophe, c'est pas une catastrophe, c'est qu'il va falloir construire un nouveau collège, puisque les anciens collèges n'étaient plus aux normes. Je vous rappelle qu'il y avait eu des incendies dans un certain nombre de lycées et de collèges. Comment ? Paillerons en particulier. C'était pas de petits paillerons au sens plein du terme, mais ça avait les mêmes fragilités, verre, aluminium, etc. Et donc c'était pas recommandé. Et donc il y a des normes qui sont édictées à ce moment-là, qui font que il faut absolument rénover un petit peu les constructions pour éviter des catastrophes de ce genre-là. Pailleron, c'était plus de 100 morts, je crois, c'était atroce, comme tout ce qui s'était passé. Donc, on va décider de construire un nouveau collège, qui est le collège que vous connaissez, donc le collège Louis Lumière, et donc on va raser dans un premier temps la partie haute, puisque c'est là que va s'implanter le collège. Donc, on va raser les bâtiments et le CAD. Donc, le CAD, la première chose qui disparaît, il n'en est rien resté, quoi. Et donc on a construit le collège. Et pendant ce temps-là, mais il y avait toujours des élèves, donc il fallait les garder. Et donc on les a mis
dans le collège bas, qui était un peu défaillant, parce que plus ancien en pratique déjà à l'époque, mais qui quand même avait le mérite d'accueillir les collégiens en question, et des préfabriqués également qui permettaient d'accueillir tout le monde. Donc, à la rentrée 92, c'est ça, 1992 si je me souviens bien, on ouvre le collège Beau, qui est beau, hein, qui est une belle structure. Alors, certains sont... Comment ? Fort Boyard. Oui, bon voilà, il y a des appréciations assez variées sur ce collège, donc ça peut être source de débat. Donc on ouvre ce collège et donc on libère la partie basse, qui est laissée à l'abandon, en pratique. On ne fait plus rien, on stocke des choses, semble-t-il, mais guère plus. Et à un moment donné, comme très souvent malheureusement dans ce genre de situation, il y a un incendie. Et donc le collège bas est ravagé, il y a des photos qui sont reproduites dans la presse locale en particulier, et donc finalement il ne reste plus rien. Donc il va falloir raser évidemment toutes ces ruines qui deviennent dangereuses, hein, il y a péri comme on dit, et donc il a dû avoir un arrêté pour raser ça. Donc voilà, ça, la fin du collège, elle est réelle, concrète en tant que structure, en 92.